Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo particulière que j'ai classée dans les finances personnelles. On va parler du money management ou la gestion du risque dans les investissements en actions. Donc, je vais partir d'une expérience j'ai connue cette année, notamment sur l'action Worldline. Alors, c'est pas la seule, hein, on pourra en recenser plusieurs. En gros, j'avais un prix de revient relativement élevé, entre 55 et 70 euros. J'ai moyenné plusieurs fois à la baisse. Donc, j'avais plutôt une opinion très positive sur l'action Worldline sur le long terme. L'action ensuite a fortement baissé. Et puis, j'ai renforcé jusqu'à un moment où j'ai lâché prise et j'ai vendu toutes mes positions. Voilà, donc la question que je me suis posée à partir de cette expérience et puis d'autres, c'est eh bien quand on commence à voir une action chuter de manière assez importante, voilà, est-ce qu'on doit renforcer pour le long terme ou alors à un moment il faut se dire on a eu tort, on a une mauvaise perception de cette action, en tout cas par rapport à ses objectifs personnels, et il vaut mieux couper la position. Voilà, ce sera un petit peu le thème de cette vidéo d'aujourd'hui. Alors, un petit avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, donc on va revenir sur mon exemple sur l'action Worldline. Donc, quelle décision prendre? Voilà, donc par rapport à une action qui évoluait, on voit là c'est du mensuel, depuis 2017 dans un canal plutôt ascendant, hein. Et puis d'un seul coup, une action qui décroche, une mauvaise publication, une mauvaise communication. Et puis on arrive à la limite de ce canal, on sort légèrement du canal, et là c'est la question. Je pense que vous, en tant qu'investisseur, vous êtes posé sans doute plus d'une fois, c'est voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je renforce parce que je suis sur un investissement long terme ou est-ce que je coupe ma position? C'est exactement la question à laquelle j'ai dû répondre. Alors, quelle décision prendre? Alors, quand on pose la question aux investisseurs, on va avoir différentes réponses. On aura par exemple des gens qui vont dire non, non, moi je vais garder sur le long terme, puisque pas vendu, pas perdu. Donc, ils vont être capables d'encaisser une moins-value latente sur une période assez longue. Donc là, on voit quand même que à peu près depuis la moitié de l'année 2021, on est donc sorti du canal. Donc ça, voilà, c'est un peu plus d'un an et demi. Donc peut-être que vous êtes rentré sur cette action, je ne sais pas, en 2020, et puis vous êtes toujours en dessous de votre PRU. Combien de temps ça va durer? Est-ce que l'action va se redresser assez rapidement et, je ne sais pas, courant 2023 ou 2024, va réintégrer son canal? Donc on peut avoir cette stratégie de dire, moi je suis sur le long terme, donc pas vendu, pas perdu. Je m'en fiche, je suis long terme, elle finira bien par remonter. C'est effectivement une remarque qu'on peut avoir. Ou alors tout simplement se dire à partir du moment où on est sorti du canal, on va couper la position, quitte à revenir sur le dossier lorsqu'on va sentir que elle est à nouveau en mode recovery, elle retourne vers une tendance haussière par exemple. Ou la quatrième option, je renforce dans la baisse, c'est-à-dire que je fais par exemple du DCA, je me dis tous les mois je vais acheter pour une certaine somme de l'action Worldline, et forcément mon PRU logiquement va baisser. Et puis lorsque l'action va revenir sur au moins son PRU, voire un cours supérieur, je vais pouvoir m'alléger. Alors voilà, je dis pas qu'il y a une stratégie plus qu'une autre qui est la plus valable. Ça dépend vraiment des capacités de chacun, notamment à savoir encaisser de fortes moins-values sur son portefeuille. Après, la question aussi qu'on peut se poser, c'est combien d'actions sont dans ce cas-là? Alors, si vous avez un portefeuille, je ne sais pas, avec une dizaine d'actions, vous en avez 5 qui sont dans ce cas-là, bon, moralement, ça peut être assez difficile à supporter. Peut-être que le fait de couper sa position
et de se repositionner sur des actions qui vont performer un peu plus pour être une bonne solution. Alors, tout ça pour dire qu'on en arrive en fait à un débat autour de la notion de money management. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le money management, c'est un terme anglais qui renvoie à l'art de gérer son capital tout en limitant les risques éventuels. Cela peut être aussi défini comme un processus de budgétisation, d'épargne, d'investissement, de dépenses et de contrôle de l'utilisation du capital d'un individu ou d'un groupe. Alors l'une des applications du money management se fait notamment sur la gestion d'un portefeuille. Alors, ça peut être un portefeuille d'actions, mais ça peut être un portefeuille un peu plus général hein, d'actifs, quel que soit le type d'actif. Alors généralement, lorsqu'on parle d'actions et des marchés financiers, on va souvent retrouver la notion de money management donc utilisée par des professionnels du trading en ligne. Alors, si vous êtes vous-même un trader, vous pratiquez cette activité, la notion de money management ne vous est pas inconnue, puisqu'elle permet souvent d'évaluer les risques et par exemple de mettre des stop-loss ou voilà, et en ayant des ratios gain-risque en fait qui sont évalués à l'avance. C'est-à-dire que à partir du moment où vous mettez un ordre de trading, vous savez très bien à quelle valeur vous allez vendre, ou au moins commencer à vendre, et à quelle valeur du cours de l'action vous allez sortir de cette action. Alors, quand on parle de money management, il n'y a pas de stratégie unique de money management. Chaque investisseur doit élaborer sa propre stratégie en fonction de différents critères. Alors, ça peut être sa personnalité, notamment l'aversion au risque. Est-ce que vous êtes capable de supporter pendant une période assez longue des pertes en capital sur votre portefeuille? Alors, bien sûr, si vous n'avez pas vendu, ça reste tout simplement des moins-values latentes, hein, mais moi je sais que on peut être amené à mal dormir si effectivement on a investi par exemple un gros capital. Imaginons que vous avez investi 50 000 euros et vous êtes en perte de 50%, c'est-à-dire que vous n'avez plus en latence sur votre portefeuille que 25 000 euros. Donc vous comprenez bien que pour revenir au moins on va dire à la valeur initiale de votre portefeuille, ça veut dire qu'il faudra que vos actions progressent de 100%, soit double dans le temps. Ce qui peut être relativement compliqué ou difficile, notamment si vous voyez que les marchés globaux n'ont pas subi une telle contre-performance. Voilà, donc on peut tout à fait se poser énormément de questions, voire même être complètement dégoûté et de dire bon, je solde tout et puis la bourse, c'est pas pour moi, je ne veux plus en entendre parler. Donc ça dépend également de ses objectifs financiers et de sa prise de risque que chacun va juger acceptable. Donc pour cela, on va se poser différentes questions telles que est-ce que je devrais acheter plutôt telle ou telle action? Combien dois-je investir sur une position? Par exemple, je sais pas, j'ai une dizaine de lignes dans mon portefeuille. Quelle doit être la taille maximale de chacune des lignes dans mon portefeuille? Et également, quelle perte je peux accepter sur chacune des lignes de mon portefeuille ou sur l'ensemble de mon portefeuille? Hein, c'est quelle sera effectivement ma perte maximum autorisée? Alors, il y a des gens qui investissent et qui ne se posent pas cette question. C'est mon cas jusqu'à des temps assez récents, hein. Je me disais, je suis investisseur long terme, à la limite je vais faire du DCA. Et puis je me suis aperçu quand même que sur quelques actions, je me suis pris quand même des moins-values latentes assez importantes. Et puis sur pas mal d'actions, j'ai décidé de sortir, quitte à perdre une partie de mon capital, mais au final, avec quelques mois de recul, je regrette pas du tout puisque les sommes récupérées, j'ai pu les réinvestir sur d'autres secteurs, hein. Par exemple, je suis sorti avec quelques pertes, par exemple sur Worldline. J'ai réinvesti ces sommes dans les actions du luxe, par exemple Hermès, qui a connu un peu plus de 30% de progression, là où Worldline a continué de baisser par rapport à mon prix de cession. Donc j'ai pas du tout regretté d'avoir cette stratégie de money management.
ce qui m'a permis de limiter mes pertes et de réemployer mon capital beaucoup plus rapidement que si j'attends effectivement que l'action Worldline retourne sur des cours avoisinant mon PRU. Donc encore une fois, le money management, pour moi, c'est un outil complémentaire à mettre en place, dont l'objectif, c'est de ne pas perdre d'argent ou du moins de limiter ses risques financiers. Alors, on va voir maintenant un peu plus en détail comment on peut mettre en place un money management. La première des choses au niveau de la gestion des risques, bah, c'est ce qu'on apprend généralement et ce qui est quelque chose d'assez qui tombe du bon sens, c'est la diversification. Hein, comme on dit, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Donc ça peut être une diversification dans les actifs, hein, c'est de se dire, bon, moi en tant qu'investisseur, bah, je vais pouvoir par exemple investir dans l'immobilier. Alors ça peut être de la pierre physique, ça peut être ce qu'on appelle la pierre papier, hein, des SCPI. Donc on peut aussi investir dans des produits de bourse, on peut investir dans énormément de produits. Donc déjà une diversification dans les actifs. Bien sûr, investir sur le long terme, c'est une chaîne principalement axée sur la bourse. Donc si on se focalise spécialement sur plutôt les produits de bourse, donc c'est déjà quand on va investir, eh bien investir, avoir une diversification dans les secteurs d'activité. Donc il y a des secteurs qui vont être liés à la croissance, il y a des secteurs qui vont être liés à la valorisation, ce qu'on va appeler value. Il y a également une notion de mégatrend, par exemple. Donc on peut tout à fait commencer à se renseigner, se dire, bah voilà, qu'est-ce que j'identifie comme secteurs qui seront porteurs dans l'avenir, et également me diversifier. Par exemple, ne pas tout mettre mes actions sur, pardon, mes investissements sur des actions purement de croissance, parce qu'on le voit actuellement avec le contexte économique, les actions de croissance ont perdu pas mal depuis le début de l'année. Par contre, vous avez des secteurs un peu plus défensifs, comme par exemple la santé ou la finance, qui eux ont connu soit des pertes beaucoup moindres ou alors une évolution un peu plus favorable. Et puis au sein des secteurs ou au sein des actions, on peut avoir différents produits. Donc ça peut être des actions, hein, effectivement, dans des entreprises, dans des secteurs donnés. Ça peut être également des ETF, donc soit sectoriels ou un peu plus généraux. Des ETF, par exemple, sur des indices boursiers comme le CAC 40, le DAX, le Standard & Poor's, etc. Ça peut être des obligations, ça peut être également des métaux précieux. On peut tout à fait trouver des supports de type ETF, par exemple, sur des métaux précieux. C'est ce que j'ai, par exemple, dans le cadre de mon CTO. Donc, quand je regarde mon compte titre ordinaire, mais également mon portefeuille PEA, voilà, je pense que j'ai une bonne diversification de mes actifs. Même si on peut tout à fait discuter quelle est la taille d'un secteur par rapport à un autre. Bon, là, après, ce sont des choix personnels, mais globalement, je pense que j'ai assez bien répondu en fait à cette question de diversification. La deuxième question, c'est le risque du capital. Alors là, on va parler de différents niveaux de risque. On va parler du risque du capital au niveau global, c'est-à-dire au niveau du portefeuille. Et là, l'idée du money management, c'est de dire et de déterminer quel est le risque maximal que je peux accepter en perte de capital au niveau global. J'expliquerai un petit peu et je vous donnerai, moi, à quoi j'en suis revenu. Si on regarde les best practices, généralement, les risques du capital au niveau global se situent entre 0,5 et 1,5% par mois. C'est-à-dire que on peut se déterminer des règles qui disent, par exemple, par mois, je ne peux pas accepter de perdre plus de 1,5% de mon capital. Donc si j'ai par exemple un capital de 50 000 euros, eh bien je vais accepter de perdre au maximum, par exemple par mois, 1,5% de 50 000 euros, ça fait 750 euros. Ça veut dire que si sur l'ensemble de mes lignes à la fin du mois j'ai une perte supérieure à 1,5% de mon capital, eh bien je vais solder par exemple la ligne sur laquelle j'ai la perte la plus importante. Bon, ça peut être un exemple. Ensuite, on peut également parler de risque par opération ou ligne du portefeuille. Exemple 1 à 5% par mois, par an, enfin c'est comme vous voulez. Alors, ou au niveau tout simplement global. Par exemple,
quand je décide d'acheter une action, je peux déjà me fixer à l'avance, de dire, bon ben voilà, sur cette action, je peux accepter de perdre jusqu'à 1% de mon capital global. Donc si j'ai un capital global de 50 000 euros, 1% c'est 500 euros. Ça veut dire qu'à partir du moment où je vais acheter une action, où je vais investir dans une ligne au niveau du d'action, je pars du principe que si l'action perd plus de 500 euros, eh bien je vais solder ma perte, donc solder ma ligne en fait. Alors, ça c'est un gros avantage, c'est que quelque part, si vous fixez votre perte de capital à 1%, ça veut dire que globalement dans la durée de vie de votre portefeuille, s'il y a 50 000 euros et que vous acceptez de perdre au maximum 1% de votre capital, c'est-à-dire 500 euros, eh bien vous pourrez potentiellement faire jusqu'à un maximum de en cumulé sans perte de votre sur chacune des lignes, voilà, sans perte de 1%. Donc jusqu'à la perte globale de votre capital. Voilà, donc ça peut être quand même intéressant parce que ça veut dire que globalement, vous allez pouvoir durer dans le temps et puis surtout, vous allez pouvoir limiter en fait votre perte au niveau de chaque ligne par rapport au niveau global de votre portefeuille. Le dernier point, c'est le ratio risque-rendement, 1 pour 3. Alors ça, c'est plutôt pour les gens qui font du trading. Bon, après, ça peut être différent, mais globalement, c'est de se dire quand je veux rentrer sur une action, pour faire du swing trading, par exemple, hein, si on est sur de l'investissement plus ou moins long terme, eh bien, par exemple, je rentre sur une action à 10 euros et je peux accepter une perte de 2 euros. Ça veut dire que mon objectif, c'est un gain donc de 6 euros, c'est-à-dire 3 fois la perte. Alors, si déjà avant d'entrer sur l'action, vous pensez qu'une action à 10 euros, elle a quasiment aucune chance de monter à 16 euros, on sent globalement que votre ratio risque-rendement risque de ne pas être là. Auquel cas, investir dans cette action n'a pas forcément de sens au sens money management du terme. Bon, moi, pour ma part, je ne suis pas un trader, donc je suis plutôt un investisseur de long terme. Néanmoins, de temps en temps, je rentre sur des actions pour essayer de faire, entre guillemets, un coup. Et là, ça peut être un ratio que je peux prendre en compte dans mes calculs, notamment de savoir à quel moment, éventuellement, si je me suis trompé dans le choix de cette action, à quel moment je vais couper en fait ma position sur cette action. Et à quel moment je vais vendre cette action, hein, donc avec ce fameux ratio 1 pour 3. Donc le money management, il est personnel et à chacun déterminer ses risques. Vous pouvez tout à fait dire, moi je suis all-in à 100% et je joue 100% de mon capital sur une action. C'est-à-dire que si l'action perd, voilà, qu'on commence à dévisser, eh bien vous mettez en risque tout votre capital. Alors, comment j'applique en fait la gestion du risque ou le money management sur mon portefeuille ou mes portefeuilles? Je vais déterminer par exemple un risque global sur les pertes de 1% de mon portefeuille PEA, soit 700 euros. Ça veut dire que sur chacun des investissements que je vais faire, notamment investissement long terme, je vais déterminer une limite de baisse en capital de 700 euros, soit 1% de mon portefeuille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une action qui perd plus de 1% de mon portefeuille en valeur, eh bien je vais solder cette action. Alors si on regarde concrètement, par exemple sur mon PEA, donc on voit par exemple ici, donc j'ai la valeur de mon PEA en temps réel qui est de 71 000 euros. Donc si on arrondit, ça fait 700 euros. 1% du portefeuille, c'est 700 euros. Je vais regarder toutes les actions qui sont en moins-value sur mon portefeuille. Donc j'ai par exemple l'action Bouygues, j'ai l'action ABC Arbitrage, j'ai l'action BioUV, Dassault Systèmes, Prosus, Score et Ruby. Et je vais regarder quelle est la position de la moins-value, l'attente de ces différentes lignes sur mon portefeuille au niveau global. Et je m'aperçois que j'ai une action qui est vraiment pas très loin des 700 euros.
c'est l'action Ruby. Alors Ruby, j'ai renforcé au cours du temps, hein, donc ce qui m'a permis d'avoir un PRU, alors entre guillemets relativement bas, mais en fait relativement haut depuis l'historique de l'évolution de l'action Ruby depuis à peu près un an et demi. Voilà, donc je pourrais me donner comme règle, voilà, si je dépasse les 700 € de moins-value, je vends. Donc ça peut être une de mes règles que je fixerai dans la gestion de mon portefeuille. Alors, est-ce que ça va être le seul critère à prendre en compte? Alors, bien sûr que non. Je vais regarder d'autres critères. Donc, je vais regarder par exemple l'analyse graphique. Donc, je vois par exemple que dans l'analyse graphique sur l'action Ruby, donc c'est du mensuel, hein, depuis l'année 2013, on était sur un couloir ascendant. On voit qu'on est sorti du canal ici. Et depuis qu'on est sorti du canal, on a réintégré le canal à peu près ici sur une courte période et ensuite on est redescendu avec une tendance qui est plutôt naturellement à la baisse de l'action Ruby. Donc si je m'en tiens à mes deux critères, les 700 € et l'analyse graphique, il y a de fortes chances effectivement que lorsque l'action Ruby passera la moins-value latente des 700 €, des moins 700 €, il y a de fortes chances que je vende l'action. Maintenant, ce que je vais regarder aussi, c'est les fondamentaux de l'action Ruby. Et là, quand on regarde l'évolution du chiffre d'affaires, le résultat net et les dividendes, on peut voir que il y a quelque part une divergence entre l'évolution du cours au niveau graphique et puis les résultats actuels et projetés en fait de la société Ruby. Donc là, il y a peut-être un indicateur contradictoire qui va me dire, bah là, tu n'es pas du tout conforté dans ton idée de vendre ton action, même si on a une moins-value de 700 €, hein, puisque les dividendes sont prévus quand même en progression sur les prochaines années. Donc peut-être que l'action va finir quand même par réintégrer son canal. Donc là, on pourrait se poser des questions. Et ensuite, le troisième point qu'on va regarder, c'est également tout ce qui est momentum ou le news flow. Et on peut voir quand même que ces derniers temps, par exemple ici les 8 et 11 novembre, on avait plutôt de bonnes, de bonnes publications et un news flow plutôt positif sur l'action Ruby. Donc tout ça, en fait, tous ces éléments, donc le money management, l'analyse fondamentale, l'analyse technique, l'analyse du news flow, etc., pour moi, tout ça va me permettre de prendre une décision. Donc, alors, à titre personnel, sur cet exemple ici de Ruby, je ne vais pas forcément vendre l'action Ruby si on dépasse les 700 €. Alors, peut-être j'ai tort, mais j'hésite en tout cas par rapport notamment aux résultats financiers qui sont plutôt bons. Donc, dites-moi vous de votre côté si vous utilisez la notion de management, money management ou de gestion du risque sur votre portefeuille. Et sur quels critères vous décidez de sortir en fait une ligne de votre portefeuille. Donc ça m'intéresse énormément. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. Au revoir.